J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7 Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. France Apnée dispose d'écoles présentes sur les plus beaux lacs alpins, le lac Léman, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, mais également Tignes, Courchevel et Montrion pour l'apnée sous glace. France Apnée se distingue par son expertise en eau froide, idéale pour progresser toute l'année. Formation Motion Off et AIDA jusqu'au niveau 4, coaching personnalisé et entraînement sur des bateaux équipés. France Apnée propose aussi des initiations et des sorties snorkeling pour découvrir les magnifiques lacs alpins, que vous soyez en famille, débutant ou confirmé. Plus d'informations sur france-apnée.com. Salut la Freediving Family, c'est la voix de Julien Moreau qui résonne sur vos tympans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour partir dans une nouvelle aventure sonore aux côtés d'un homme qui a vu grandir l'apnée et qui a participé à la création du club d'apnée le plus actif de France en termes d'immersion verticale vers les abysses. Je parle bien entendu de notre emblématique Cédric Palerme, qui travaille depuis plus de 20 ans au CIPA, le Centre International de la Plongée et de l'Apnée à Nice. Cédric, depuis que j'ai commencé l'apnée, j'ai la chance de le croiser un peu partout. En tant que responsable des sorties d'apnée profondeur au CIPA, bien entendu, mais aussi en tant que juge AIDA sur le Nice Abyss Contest. Et j'ai eu la chance de l'avoir à mes côtés lors des championnats du monde en Corse, lorsqu'il était le capitaine de l'équipe de France AIDA. Lors de nos multiples rencontres, j'ai pu constater que Cédric était un vrai bavard, un amoureux du débat. Et des anecdotes sur l'apnée, il en connaît un paquet. Cédric, il est toujours prêt à nous raconter une histoire drôle sur l'apnée. De plus, Cédric fait partie de l'époque post-sortie du Grand Bleu. Il a vu grandir l'apnée aux côtés de Claude Chapuis, alors qu'il était encore lui-même étudiant. Il a été aussi pendant 7 ans le colocataire de Guillaume Néry, rien que ça. Il a aussi assisté le champion Loïc Leferme sur ses records du monde d'apnée en eau limite. Bref, Cédric, c'est un peu le père Castor de l'apnée. Et il a toujours une anecdote à nous raconter, et c'est bien pour ça que je l'ai invité sur la Freediving Family. Mesdames et messieurs, si vous aimez le podcast, prenez le temps, prenez quelques secondes s'il vous plaît pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire. Vous pouvez aussi m'aider en devenant tipeur à partir de 1 euro par mois. Je viens de dépenser 250 euros parce que mon ordinateur est décédé, paix à son disque dur. Alors si vous voulez soutenir et pérenniser cette émission 100% apnée francophone, rendez-vous sur le lien Linktree sur la page Instagram de la Freediving Family et vous pouvez participer financièrement et ça m'aiderait bien. Vous écoutez le chapitre 1 sur 2 consacré à Cédric. Bref, maintenant je laisse place à Cédric Palerme, ou le pilier du mythique club d'apnée, le CIPA. Salut Cédric. Salut. Eh ben, bienvenue sur la Freediving Family. Ça fait plusieurs mois que je te cours après pour t'avoir sur le podcast et je suis super heureux que tu aies accepté. Et d'ailleurs, j'étais étonné, c'est toi qui m'as même fait un message qui m'a dit ouais, je suis d'accord, t'es revenu vers moi quoi. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai toujours été d'accord, c'est toi qui me demandais pas. Et ça serait pas plutôt parce que Claude a participé, parce que Pierre Frollet a participé, parce que j'ai proposé à Non, non, Olivier. non, pas du tout. D'ailleurs, je ne connais pas ces personnes, Ouais. d'ailleurs. Et, euh, et non, 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 c'est parce que en fait, tu m'as mélangé le
le temps que je mettais à faire les petits trucs que tu m'as demandé des fois, des petites intros et tout de vidéos. Donc là, comme c'était des commandes avec un timing, j'avais la flemme de le faire. Après, là, cette interview-là, il n'y a pas de souci, hein. On se pose, on discute, il n'y a pas de souci. Et ben, je suis content. En tout cas, les gens ont pu t'écouter aussi avec Audrey sur La tête en mer. Et tu nous as transporté pendant 1 heure et demie sur les anecdotes, par exemple, quand tu étais juge sur les compétitions. Donc ça, c'était vraiment passionnant. Mais les gens ne te connaissent pas forcément sur la Freediving Family. Est-ce que tu pourrais te présenter, te présenter dans les grandes lignes et nous dire qui est Cédric Palerme? Je ne sais pas si les gens qui ne me connaissent pas méritent de m'écouter, par contre. C'est vrai. Euh, Parce que qui dit apnée dit Cédric Palerme. Je veux dire, voilà. Et, voilà, c'était pour présenter qui j'étais, une personne arrogante et prétentieuse. Euh, non, ben, Cédric Palerme, je suis moniteur d'apnée au SIPA à Nice, au club d'apnée, Centre international de plongée en apnée à Nice. Je fais ça depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Donc, j'étais pas là au tout début de l'apnée, mais j'étais là enfin, c'était pas mal quand même. Ça, c'était un peu les débuts quand même. quand on va sur ton Euh, LinkedIn, on peut voir que tu as commencé au SIPA en juillet 2000. C'est bien ça? j'ai mis, c'est un peu faux ça. Alors, j'ai commencé au. D'ailleurs, le SIPA n'existait pas vraiment en juillet 2000, donc j'ai pu commencer à. Alors, s'il y a des bruits derrière moi, c'est parce que j'ai des oiseaux qui gueulent autour de moi, mais si ça gêne pas. Non, t'inquiète, c'est sympa, ça nous met une petite ambiance. Euh, En fait, j'ai commencé l'apnée avec le club en juillet 2001. Et à l'époque, c'était plutôt le NUC, le Nice Université Club. Claude a dû en parler dans son blabla. C'était pas encore le SIPA était en train d'être installé par Loïc Leferme, mais c'était pas encore des sorties SIPA. Il y avait pas l'entité SIPA qui existait vraiment. Donc j'ai commencé voilà, à plonger en juillet 2001 et j'ai été très assidu les 6 derniers mois de 2001 parce que j'étais au chômage, j'avais que ça à faire et je me suis vraiment passionné dès que j'ai mis le pied sur le bateau. Je pense que j'ai été absorbé par, comment dire, j'allais dire, parce que je ne sais pas si c'est l'apnée qui m'a absorbé, entre autres, oui, mais aussi le groupe que j'ai rencontré, les gens. Et donc, voilà, je me suis senti bien à cet endroit-là. Et donc, j'ai commencé à beaucoup venir et à tellement venir souvent que début 2022, pardon, début 2002, quand le SIPA s'est vraiment installé, mis en place officiellement, il manquait un moniteur et donc il y avait moi qui traînais dans le coin, donc je me suis trouvé moniteur au SIPA. À l'époque, c'était un peu plus simple que maintenant. Alors, un peu plus simple de mon côté, c'était un peu plus difficile du côté du club de trouver des moniteurs parce qu'il n'y avait pas de DTGEPS et voilà, il y avait pas grand monde. Donc, en fait, c'était compliqué de trouver quelqu'un de compétent et qui avait un diplôme. Et toi, tu avais le diplôme de plongée bouteille, c'est bien ça? Moi, j'étais ni compétent, ni j'avais de diplôme, mais comme j'étais là, c'est tombé sur moi. On rigole, mais pas tant que ça. Non, j'avais pas de diplôme. Et la compétence, j'avais 6 mois de pratique au club intense, effectivement, où je venais tout le temps et où je regardais tout, je mettais mes mains partout, et je voulais tout apprendre. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé, c'est parce que je savais tout faire ce qui devait être fait au club. J'avais monté le bateau, démonté le bateau, monté la gueuse, installer, désinstaller. Donc j'étais un peu efficace. Je pense que c'est ça qui a plu. Et par contre, j'ai pas eu le diplôme tout de suite. Donc, on peut dire, maintenant, peut-être, je sais pas s'il y a prescription ou pas, mais voilà, mes premières années au CIPA, j'étais un peu dans l'illégalité, on va dire. Ah, ok. Un tout petit Bon, peu. ça y est, on balance les dossiers, quoi. Cédric Palerme travaille de manière illégale au Centre international de la plongée en apnée. J'étais pas Du coup, sur mon contrat, j'étais pas embauché comme moniteur, en fait. J'étais embauché comme
comment dire, intendant, je sais pas, tu vois, Ouais. j'étais embauché aussi pas pour m'occuper du matériel, ranger, Le couteau machin. suisse. Voilà. Parce que je ne pouvais pas avoir un contrat de moniteur vu que j'avais pas le diplôme. Hmm. Et Et en vrai, on était dans l'eau et on faisait avec François Gauthier, notre moniteur, on était dans l'eau et on encadrait, ouais. hmm. Donc, j'ai passé les échelons après de monitorat et tout, les années qu'on subit au fil du temps. Et donc voilà, donc depuis 2001, j'ai commencé à plonger. Début 2022, j'ai commencé à encadrer. Et début du contrat officiel signé, du premier contrat, c'était juillet 2022. Ok. 2002, pardon. Ah, je comprends. Les plus vieux, je confonds les dates. 2002, bien sûr, pas 2020 quelque chose. 2001-2002. Et comment t'es arrivé du coup au NUC, donc le Nice Université Club, qui a été monté par Claude Chapuis, l'un des pères fondateurs de AIDA, l'Association internationale pour le développement de l'apnée. Comment t'es arrivé à travailler et à plonger aux côtés de Loïc, de Pierre, d'Olivier et de toute cette team-là? Enfin, d'où t'es venue l'idée, tiens, je veux aller faire de l'apnée? Est-ce que tu as fait un voyage particulier qui t'a amené à avoir envie de t'immerger en apnée? Ah, c'est une longue histoire. On va dire que je l'ai souvent raconté, j'ai l'impression de rabâcher, mais effectivement, je ne l'ai pas raconté à la Frida Family. Donc, Non, mais après, tu peux oui, raconter de manière un peu rapide si tu veux, et puis on pourra aborder ouais. des sujets que tu n'as pas abordés sur des podcasts. Non, bah, en fait, ouais, pour commencer lointainement et rapidement, j'ai toujours adoré l'eau, adoré la mer depuis tout petit. Dans les années 80, je me suis passionné, je ne sais pas pourquoi, pour l'apnée de l'époque, c'est-à-dire Jacques Mayol. Il y avait, j'avais vu un documentaire, je pense, et ça me fascinait, cette histoire d'apnée, de descente profonde, de, enfin, de tout ce qui allait autour de l'apnée, ça m'avait fasciné, donc enfin, j'étais attiré par ça. Et je pense aussi un peu parce que c'était très underground. Il n'y avait pas grand monde qui connaissait, tu vois, dans mon entourage, dans mes potes et tout, j'étais le seul à parler de ça et à aimer ça. Donc, c'était un peu mon jardin secret. Et d'ailleurs, quand le Grand Bleu est sorti, ça m'a un peu saoulé. Je le dis à chaque fois, mais c'est complètement vrai, ça m'a un peu saoulé parce que c'était genre le monde entier avait accès à ce qui avant était une sorte de secret pour moi, de choses un peu cachées, quoi. Donc là, d'un coup, le Grand Bleu, ça montrait à tout le monde connaissait Jacques Mayol après, tout le monde connaissait ça et sur ce créneau. Hmm. T'as eu Quand je suis l'occasion, toi, rentré à la fac, t'as eu l'occasion de le rencontrer, Jacques Mayol, parce que c'est un peu la alors légende de l'apnée. oui, oui et non. Je l'ai croisé, je lui ai serré la main. Mais c'était sur un salon. À l'époque, il y avait un salon de l'image sous-marine à Antibes. Et je crois il existe plus, enfin, il est plus à Antibes. Et moi, j'étais là sur un stand d'une association de protection de l'environnement. Et donc voilà, j'avais eu l'occasion sur ce salon de croiser les deux héros, les deux légendes de l'époque, c'est-à-dire Jacques Mayol et Umberto Pellizzari, qui était plus jeune, mais qui était voilà, le successeur, on va dire, de Mayol, si on peut dire ça comme ça, donc qui était aussi un grand champion, une grosse légende. Mais c'est pas, je peux pas dire, voilà, je l'ai croisé, j'ai serré la main et j'ai passé pas été Ok. avec lui, Oula, ça coupe, j'ai pas Cédric, je passé une t'entends soirée. mal. Ah, Ouais, c'est bon, je t'entends. tu m'entendras mieux. Ouais, j'ai dit, donc j'ai pas eu l'occasion de passer une soirée avec lui, de discuter, quoi. Juste, j'ai croisé, j'ai serré la main. Donc c'est important. Genre, j'ai fait ça, mais j'ai pas eu l'occasion de vraiment discuter avec lui. Ok. Pas de Et, conversation philosophique avec. non. Et donc, quand je suis rentré à la fac, euh, il y a, tu sais, enfin, je pense que c'est dans toutes les facs, mais moi, j'étais à Nice. Quand tu es en tant qu'étudiant, tu as accès à des activités sportives ou autres. Et donc, on avait un petit catalogue avec toutes les activités sportives qu'on pouvait faire en tant qu'étudiant, auxquelles on avait accès avec des tarifs très, très réduits. Et à Nice, dans ces activités, il y avait l'apnée, puisque Claude est prof à la fac de Nice, et donc il proposait une activité apnée aux étudiants. Euh,
Donc moi, première année, je vois ça et je me dis, bah, faut que je fasse ça, quoi. Voilà, ça y est, j'ai la possibilité de commencer ça. Mais comme j'étais très timide, eh ben, ça a pris longtemps avant que ça se fasse vraiment. Mais voilà, donc le premier contact, il a été fait par là, c'est-à-dire que j'ai commencé par avoir cette envie-là. Et après, tous les ans, je me disais, il faut vraiment que j'appelle, il faut que j'appelle, il faut que je m'y mette, il faut que j'appelle, il faut que j'appelle. Et, jusqu'au jour où j'ai fini par appeler. Ouais. Et t'as Ça a appelé le passé Père aussi, Claude. ça a passé aussi parce que j'ai passé une année, un peu moins d'une année à Saint-Barth, aux Antilles. Et alors déjà, juste avant de partir, il y a Loïc Leferme qui avait fait son premier record du monde. Donc ça devait être 99 à 137 mètres, je crois. Premier Est-ce que record du tu peux monde à répéter l'époque. parce que le son saute un peu? Je disais que, ouais, donc, en 1999, il y a Loïc Leferme qui a fait son premier record du monde à Nice, dans la rade de Villefranche, euh, à 137 mètres. Et en fait, moi, j'entends ça dans la presse et je me dis, mais c'est qui lui, quoi? Enfin, tu vois, je veux dire, je connaissais Jacques Mayol, je savais Umberto Pellizzari, les champions, machin. Je savais pas qu'il y avait un Français qui était à ce niveau-là. Et là, d'un coup, le mec, juste, j'en entends parler parce qu'il a fait un record du monde, quoi. Du coup, ça m'attire aussi un peu. Et sur l'année 2000, je pars à Saint-Barthélemy, à Saint-Barth, aux Antilles. Je passe un an là-bas. Et là-bas, j'en ai déjà parlé, putain, je vais le rendre stop, parce que mon pote Arnaud de là-bas. Donc je croise un gars qui propose d'aller voir les baleines avec sa barque. Et ce mec est passionné d'apnée. Et, et quand je vais le voir, en fait, il a des magazines dans son salon de coiffure. Il est coiffeur à Saint-Barth. Et c'est des magazines apnéa, un magazine qui n'existe plus. Et ça parle d'apnée, de l'actualité de l'apnée, les records, les compétitions, les machins. Et donc, ça parle de Nice beaucoup, puisque tout se passe à Nice. Et, euh, et donc, moi, je suis loin et ça parle de chez moi. Donc, en fait, il y a eu, si tu veux, ça a allumé encore un petit truc en moi, du genre, mais c'est complètement con. Je suis Ouais. le bout du monde, j'exagère, mais et c'est chez moi que c'est à Nice que ça se passe, quoi. Je lis des magazines et c'est là-bas que ça se passe. Donc, quand je suis rentré à Nice, septembre 2001, 2000, pardon, septembre 2000, j'étais bien décidé voilà, j'étais remonté à bloc. Il faut que je fasse de l'apnée, je fasse de la plongée, j'aille sur l'eau. Ça traîne un peu et toujours avec mon association de protection de l'environnement, là, une fois je tenais un stand à Saint-Jean-Cap-Ferrat et il y a Loïc Leferme avec sa femme, Val, et Pierre Frolat qui se baladaient sur le, sur le marché. Il passe à mon stand et du coup, là, moi, je suis en face et je lui dis, putain, allez, je me lance. Et du coup, je l'agresse, enfin, je l'agresse, j'exagère. Je lui demande, quoi, je lui dis, bonjour, j'aimerais bien faire de l'apnée. Voilà, comment on fait, quoi, je veux faire de l'apnée. Je sais pas si. Alors, à l'époque, je savais pas, mais c'est vrai qu'il était un peu nonchalant. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression de le saouler un peu à ce moment-là, du genre, ouais, Ouais. attends, c'est dimanche, je me promène avec ma femme et mon pote. Du coup, il me donne le numéro de Claude Chapuis en me disant, appelle Claude, il te dira comment on fait. Et du coup, j'appelle Claude, je lui pose plein de questions, il répond à toutes mes questions, mais je comprends pas grand-chose. Je ressors de ce coup de fil et je sais toujours pas trop ce que je dois faire, comment je dois faire, où aller. Donc, je sais pas si c'est moi qui étais neuneux ou enfin, j'ai pas compris. Donc, ça traîne encore un peu. Je recroise Loïc dans une rue à Nice et du coup, je me dis, il y a la vie. Tu vois, je veux dire, elle me renvoie Loïc Leferme à la tronche régulièrement. Là, je le croise à droite, je le croise à gauche. Voilà. Jusqu'à un jour voilà, de juillet 2001 où j'étais livreur de glace à l'époque. J'avais un camion et je livrais des glaces dans les restaurants. Et je livrais à la plage de Passable à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et pour aller à la plage de Passable, je passais par un chemin qui passait à côté de la Paillotte. Ce qu'on appelait la Paillotte, c'était un petit terre-plein au bord de l'eau. C'était le spot des apnéistes, en fait. C'était un terre-plein qui avait été
créé en 1996 pour les premiers championnats du monde, qui, qui avait été créé par la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour pouvoir être un départ pour les bateaux pour aller sur le lieu de compétition. Et depuis ce jour, c'était le rendez-vous des apnéistes, c'était là qu'on se posait, c'était là, alors je j'étais pas encore, je mets jeudi, mais j'étais pas encore dedans. Donc en fait, je passe avec mon camion et je vois qu'il y a tous ces mecs là, il y a tout un tas de mecs, et je reconnais Claude, je reconnais Loïc. Je dis, ah waouh, ça c'est les apnéistes. Et donc je m'arrête et je vais les voir. Et je me repointe en face de Claude en lui disant, voilà, enfin lui expliquant que je voulais faire de l'apnée, quoi. Et donc là, je le vois que je le saoule, il me regarde, et il se rappelle que je l'ai appelé, il me dit, mais je t'ai déjà tout expliqué au téléphone, entendu, qu'est-ce que tu viens encore me saouler, je t'ai déjà tout expliqué. Et en fait, je tombais en pleine sélection de l'équipe de France. Donc en fait, il y avait tous les, enfin, il y avait l'équipe de France, les meilleurs de France qui étaient là. Donc moi, j'étais comme un dingue. Et de ce jour-là, j'ai un rendez-vous en fait. J'ai un rendez-vous le dimanche d'après. Ils me disent, bah, t'as qu'à venir ce dimanche matin à 9h. Et tu te pointes dimanche matin à 9h sur le parking là, et on part plonger. Donc ça a été le, le premier pied à l'étrier, on va dire. C'était mon premier contact vraiment avec le groupe. Alors, il y a eu un petit raté quand même parce que je me pointe le dimanche, donc. Et moi, la seule expérience que j'avais, c'est que j'avais plongé un peu aux Antilles dans un club de plongée bouteille. Et j'avais rien, tu vois, j'avais pas d'équipement. Donc, Ouais, t'avais pas de matos, quoi. je me pointais au club de plongée bouteille, j'avais l'habitude de me pointer. Il me filait un shorty, il me filait des palmes, il me filait un masque, il me filait des bouteilles. Donc là, je me pointe un peu dans les mains dans les poches aussi, en me disant, bah, c'est un club, ils vont m'équiper, quoi. Sauf que non. Et donc, petit moment un peu comique à raconter, je pense. Donc, j'arrive avec ma bagnole, j'attends sur le parking, je vois d'autres voitures qui arrivent, les gens qui commencent à se changer, à mettre leur combi. Et il y a Loïc qui s'approche avec un des encadrants de l'époque qui s'appelait Mario, un grec qui était impressionnant. Il était assez costaud, il avait un gros accent grec, il faisait un peu peur. Et, euh, et il s'approche de la voiture qui est à côté de la mienne, d'abord. Et il commence à parler avec le gars, et le gars, comme moi, n'avait pas de matos. Donc en fait, ils approchent, ils disent, alors c'est bon, t'es venu, t'as du matériel. Le mec dit non. Et là, il commence à éclater de rire les deux, à se foutre de sa gueule en disant, ah putain, le gars, qu'est-ce qu'il croit? Le mec, il se pointe, il a pas de matos, il croit quoi, quoi. Et donc moi, après, ils viennent vers moi, et fort de ce que j'avais entendu, j'ai un peu honte de dire que j'ai pas de matériel non plus, tu vois. Ouais. Donc je mens. Et ils viennent me voir et je fais ouais non en fait je suis venu juste voir où c'était pour en reconnaissance mais je reviendrai dimanche prochain et je me casse et parce que voilà j'ai pas dit que je comptais tomber. Et je pense que ça c'était le dimanche, je pense que le lundi je suis allé à Carrefour, et à Carrefour à l'époque ils vendaient du matériel de plongée étonnant, je sais pas, je crois que j'ai plus jamais revu ça. Et j'ai acheté une combinaison Beuchat de plongée bouteille horrible, dure comme du carton, avec des fermetures éclairs de partout. J'ai acheté des palmes, des grandes palmes en plastique. J'ai acheté une ceinture, j'ai acheté des plombs, et j'ai pu pointer le dimanche d'après avec mon matériel pourri, mais j'ai pu plonger. Et comment s'est Et passé c'était. elle s'est passée ta première initiation du coup au NUC? Donc tu es allé dans le bateau, tu étais avec Mario, Claude Chapuis, Loïc Leferme, il y avait Pierre Frola, il y avait tout ce groupe-là. Comment ça a commencé de manière très pragmatique l'initiation? Bah, ça a commencé sur le même parking, donc le parking du Lido, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est à côté de la plage de Passable, Hmm. c'est le parking où on se retrouvait. À l'époque, il n'y avait pas de club en dur. Le NUC, il y avait pas de club, tu vois, donc les bateaux étaient stockés, Claude stockait les bateaux sur des remorques à la fac de sciences de Nice. Et donc le samedi matin, il arrivait avec le bateau accroché derrière sa voiture. Il le mettait à l'eau au port de la Darse à Villefranche. Il équipait, il montait le matériel et il traversait la rade de Villefranche. Donc les gens iront voir sur une carte s'ils connaissent pas le coin, mais donc la Villefranche et le port de la Darse, c'est en face, dans la rade de Villefranche, c'est en face de la plage de Passable et du parking du Lido où on attendait.
Et il venait nous chercher, donc il traversait, il venait chercher tous les gens qui étaient sur le parking et qui étaient en combinaison. Donc moi, je me retrouve là, il y a plein de monde et je monte sur les bateaux et cette séance, je pense que j'ai dû faire 3 descentes au maximum parce que j'étais dans un rêve. Tu vois, c'est ma première fois que je monte sur un bateau d'apnée. On se retrouve sur l'eau, au large, ancré sur 200 mètres de fond. Et il y a l'équipe de France qui s'entraîne. Il y a Loïc qui fait un entraînement à je sais pas combien à 100, entre 100 et 150 mètres. Il y a Guillaume. Alors, j'ai maintenant de dire Guillaume Néry, c'est un champion, mais à l'époque, il n'était pas connu. Mais il y avait Guillaume qui débutait un peu, qui commençait à être bon, qui s'entraîne. Il y a Jean-Michel Pradon. Le nom ne dit plus certainement que Pierrot et Claude en ont parlé Mm. dans leurs interviews. Jean-Michel Pradon, qui était peut-être le meilleur apnéiste de compétition à l'époque, avant l'arrivée de Guillaume, donc qui préparait un record de France, qui s'entraînait aussi. Donc moi, en fait, j'ai passé la séance les yeux écarquillés à regarder tout ce qui se passait autour de moi et à me dire waouh, waouh, waouh. Je suis avec un tel, un tel, un tel. Ils ont tous des masques bleu, blanc, rouge parce qu'ils sont dans l'équipe de France. Ça descend profond de tous les côtés. Donc c'était voilà. Donc ça fait partie des choses qui m'ont accroché, je pense, ce jour-là sur le bateau, c'est-à-dire l'impression de commencer une activité et d'être direct au contact des meilleurs, en fait. Mm. Genre, tu dis, tiens, si j'aimerais bien commencer le foot, tu vas sur un terrain de foot et tu joues direct avec Mbappé et Messi et Ronaldo. Sympa. Et Donc, c'était qui ton coach? C'était qui du coup qui s'est occupé de toi dans l'eau? C'était Claude? non, non, Claude, il y avait un entraînement de Loïc. En fait, il y avait 2 bateaux. Donc, il y avait le bateau principal avec les potences et la gueuse et tout. Et il y avait un autre bateau plus petit derrière. Et du coup, si tu veux, il y avait 2 groupes parce qu'il y avait l'entraînement de Loïc qui se faisait ou qui nécessitait de la sécu. À l'époque, il y avait des sécu en plongée bouteille. Claude, il plongeait en bouteille pour la sécu de Loïc. Et les débutants, enfin, le groupe juste des gens qui venaient faire ça en loisir et qui débutaient un peu, on était sur une potence sur l'autre bateau à l'arrière. Et c'était François Gauthier, qui après a été mon collègue de travail, qui était l'autre moniteur du SIPA par la suite. C'est François Gauthier qui s'occupait de nous, en fait. C'est François qui est le premier m'a expliqué comment descendre le long d'un câble, comment penser, voilà, et vraiment la première initiation. Mm. Et du Et coup, d'ailleurs, je me rappelle que un des trucs qu'il a dit ce jour-là, je me rappelle de lui assis sur le bar de le bateau et on était plusieurs dans l'eau à le regarder, à écouter ce qu'il disait. Et à un moment donné, nous a expliqué un truc et il a dit ouais parce que quand vous ferez des compétitions, c'est ouais. important de faire ça et ça. Et moi, j'avais jamais fait une compétition de ma vie, donc en fait, ça m'a fait doucement rigoler, quoi. Mais il va où lui? Compétition, quoi. Ma première séance d'apnée, je vais faire des compétitions, quoi. Et quelques mois après, j'étais sur ma première compétition d'apnée. Ouais, c'est Sony Freedive, c'est ça? En mer, Sony ouais. Freediver Open Classic 2003. Ma toute première compétition d'apnée, c'était une compétition de piscine à La Ciotat, par Ok. contre. Donc ça devait être mars, enfin début de l'année 2002. Et, C'était le 29 et mai 2003. euh, alors ça, c'est la Ah Sony non. machin. Ouais, c'est encore Sony, ouais. Ouais. Et non, je crois que c'était plutôt 2002 ou peut-être 2002. Enfin bon, bref, on s'en fout. En tout cas, ouais, j'ai fait pour une compétition de pitching à La Ciotat. C'était une compétition en équipe de deux, en binôme, et avec combiné statique dynamique. Et à l'époque, le sans palme, ça n'existait pas, hein. C'était la discipline officielle. Donc il y avait dynamique palme et statique. Et on avait fini troisième avec François. Donc j'étais hyper fier que sur ma première compétition de tous les temps, tout sport confondu, je sois sur le podium avec une médaille. Ouais, c'est trop cool. Et,
Et après, ouais, j'ai pas fait beaucoup de compétitions en tant qu'athlète, hein. Ouais. Je veux pas abuser Et non d'ailleurs, plus. c'était ma question, le fait que tu sois dans cet univers-là, à côté des champions, que ça te crée des émotions fortes, que tu aies les yeux complètement écarquillés. Derrière, tu as fait aussi une compétition profondeur, statique et dynamique, la Sony Freediver. Et derrière, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué les compétitions et que tu as été plus dans l'encadrement? Parce qu'en fait, moi, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Je disais que ce qui m'avait accroché, c'était pas que l'apnée en elle-même, c'était le groupe aussi. L'ambiance qu'il y avait, le fait de. Tu vois, c'est marrant parce que ton truc qui s'appelle Freediving Family. Ouais. Et moi, avec le recul, là, j'ai vraiment l'impression d'être rentré dans une famille et d'avoir trouvé ma famille, quoi. Hmm. C'est-à-dire que après, dans la vie, on a la famille officielle, et puis on a, enfin, je sais pas, moi, je sais pas si tout le monde vit ça comme moi, mais il y a à un moment donné des gens que tu croises dans la vie avec lesquels tu te sens bien et tu as l'impression que t'as trouvé ta deuxième famille, quoi. Hmm. Et moi, c'était ce groupe. Mais j'étais pas. Tu vois, je te disais, j'ai jamais fait de compétition de rien avant. Là, j'ai fait ces compétitions d'apnée parce que c'était plus pour le délire de partir avec des potes, d'être en équipe, de vivre un truc avec d'autres gens à un endroit, plus que le fait d'avoir un esprit de compétition et de vouloir gagner un truc. Donc, à la fois, j'étais pas hyper esprit de compétition et j'avais pas un don particulier. Enfin, j'étais pas hyper bon, tu vois, je suis pas hyper profond ou hyper bon en statique ou hyper bon en dynamique. Donc, assez rapidement derrière, j'ai fait la formation de juge. Et en fait, après les compétitions, ça m'amusait plus d'y aller comme juge que comme athlète. Donc Ouais. après, j'ai plus fait. Ouais, puis t'es pas allé à J'ai moitié, plus hein, jamais. parce que t'as été juge sur 19 compétitions piscine et 14 compétitions profondeur depuis Oui, après, c'est pas 2003. grand-chose. C'est pas grand-chose par rapport à certains juges qui vraiment font beaucoup, beaucoup de compétitions tous les ans. Moi, j'en ai fait pas mal au début et depuis quelques années, j'en fais un peu moins. Je fais quand elles sont intéressantes. Hmm. Quand je dis intéressantes, c'est-à-dire quand elles sont dans un endroit où il y a du soleil et des poissons colorés. Un peu comme la Deep Dominica, celle que t'as fait l'année dernière. Voilà, donc si tu regardes les dernières compétitions que j'ai fait comme juge, c'est Vertical Blue aux Bahamas, Deep Dominica en Dominique. Voilà, Et que, comment ça s'est passé ton expérience à Deep Dominica, du coup, en tant que juge? c'était très sympa. J'ai découvert un chouette endroit. Ouais, il y a de plus en plus d'endroits d'apnée. Moi, quand j'ai commencé, il y avait limite il y avait que 10, comme j'exagère à peine, comme endroit dans le monde où faire de l'apnée correctement. Donc maintenant, il y a Dahab, il y a les Bahamas, il y a les Philippines, il y a plein d'endroits. Et la Dominique, ouais, ça fait quelques années que j'en entends parler, que j'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et c'est vraiment un des meilleurs endroits, je pense, que j'ai vu pour faire de l'apnée. Pourquoi, au niveau du Parce setup? que Au niveau de l'ambiance? au niveau de tout, au niveau je dis pas qu'ils sont premiers en tout, mais je dis que l'ambiance est sympa, les gens, les habitants là-bas sont sympas, le pays est joli, c'est très vert, tu vois, contrairement à Dab où c'est très marron. Là-bas, de la forêt, c'est la profondeur est près du bord, tu peux aller à la nage, il y a des plateformes qui sont des plateformes avec contrepoids qui sont installées, donc sécu. Donc ouais, non, c'était vraiment bien. Vraiment et puis non, non, mais bien après la compétition elle-même, rien à dire. Non, non, c'est une bonne expérience. Et il y a une performance qui t'a marqué, parce que je crois que sur Deep Dominica, il y avait des tentatives de record du monde. Si je dis pas de bêtises, il y avait Alésia qui était là, qui a essayé de battre un record. Je crois que c'est parti en blackout. Non, Alexei, pas Alessia. J'ai dit Alésia. Alexei. Non, non. Alésia. Alésia, ouais, Zucchini. Non, 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 elle était pas en novembre, là, pas avec moi. Ah, ok, moi je dis n'importe quoi. Je perds la tête. Non, il y a Alexei. Alors, non, il y a eu deux, il y a eu trois tentatives de record du monde. On a eu trois tentatives de record du monde et deux records continentaux. Donc, il y a Enchanté Gallardo qui a fait deux records continentaux euh, de- d'Amérique. Et après, au niveau des records du monde, il y avait Katerina.
qui était là pour le CNF, qui a fait 2 records du monde, 82 et 84 mètres après en CNF. Et après, il y a Alexei qui a débarqué et qui a annoncé un 136 en immersion libre, qui n'est pas passé. Autant les 2 records de 4, c'est des très très belles perfs, très propres. Vraiment, c'est une super athlète. J'adore Katerina. Et autant Alexei, que j'adore aussi, hein, mais Alexei, là, ça s'est pas très bien passé, sa tentative. Ça a fini en blackout en profondeur? Ouais, ouais, syncope à 30-35 mètres. Ouais. Ouf, sale. Ouais. Ouais, parce qu'il a le record à 136 en monopalme, mais en immersion libre, c'est pas le même effort. Mais, Donc, mais des fois, Alexei, il est un peu. Il est tellement fort. Alors, je lui dis d'abord, c'est vraiment un bon pote à moi, c'est vraiment un ami. Donc, je dis ça pour que les gens qui ne me connaissent pas ou qui nous entendent parler, si je suis critique sur des trucs, c'est pas. Je sais pas, hmm. c'est pas sans malveillance, enfin, c'est en bienveillance, c'est une question que je connais, que j'aime. Mais Alexei, il est tellement fort que là, tu vois, il est débarqué en Dominique 2 jours avant sa perf. La veille de sa perf, il est parti faire le con en bateau, voir les cachalots. Le matin de la perf, il est venu à la nage, alors que tous les athlètes prenaient le bateau pour se reposer, machin. Il y a 200-300 mètres à nager. Il est venu à la nage. Il a fait ça. En fait, tu vois, c'est comme si dans sa tête, 136, c'est Ouais. facile, quoi. C'est une petite J'ai balade. l'impression ouais, mais du coup, c'était pas une balade. Mais j'ai l'impression que des fois, il présume un peu de ses forces sur certains trucs, en disant, ouais, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de me préparer, j'ai pas besoin de me reposer, j'ai pas besoin de. Ça passe. Mais des fois, ça passe pas. Hmm. Toi, il y a des performances dans ton expérience de juge qui t'ont marqué, où tu as dû prendre des décisions qui étaient vraiment difficiles pour toi, donner des cartons rouges où tu te mords les doigts. Ouais. Non, alors comment dire, les cartons rouges, ils sont assez. Alors, je sais pas comment dire ça. Les cartons rouges, ils sont assez faciles à donner si. Enfin, c'est peut-être pas le mot facile, mais quand il y a syncope, il y a syncope, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est ce qui est compliqué, c'est des fois effectivement, d'être sur un truc où c'est tendancieux, où le protocole, on ne sait pas s'il est exactement bien fait, ou à l'époque où il n'y avait pas de protocole, où on jugeait les sambas, on ne savait pas si, tu vois, tu as un doute sur il y a samba, il n'y a pas de samba. Et donc là, ouais, des fois, il y a la décision, mais bon, c'est le boulot de juge, hein. Le boulot de juge, c'est de prendre une décision. On est là pour ça, sinon, on préfère ça à des ordinateurs. Si on est en forme des juges et que on leur demande d'avoir une expérience et de se pointer sur des compétitions, c'est parce qu'on attend d'eux qu'ils aient un œil spécial pour regarder les performances et qu'ils sachent prendre la bonne décision. La, la perche la plus alors difficile, ouais, on va dire ça comme ça pour répondre à ta question. La perche qui a fait le plus d'histoire, on va dire, à juger. Alors d'histoire, je dis pas forcément au niveau international, hein, ce que je vais dire là, c'est pas forcément su. Mais je crois que c'est peut-être le truc que j'ai raconté aussi à Audrey. Mais c'est la perte de Carlos Costé en Ouais. 2004. La première fois qu'il y avait un alpiniste qui allait à plus de 100 mètres à La Palme. Donc cette perf était hyper attendue parce que tout le monde se disait qui va être le premier à passer 100 mètres. À l'époque, il y avait 4 mecs qui se battaient. Il y avait Guillaume, bien sûr. Il y avait Carlos Costé, le vénézuélien. Il y avait Herbert Snitch, l'Autrichien, que tout le monde connaît, je pense. Et Martin Stepanek, un Tchèque que plus personne ne connaît, alors que c'est dommage parce que pour moi, c'est mon préféré. Euh, donc tous les 4 étaient se tirer la bourre depuis quelques années, à reprendre le record tous les ans. Ils reprenaient un mètre à chacun. Et donc là, on arrivait au tour des 100 et tout le monde attendait, suspendu. Il y avait Guillaume qui avait fait 96 mètres à la Réunion quelques semaines avant. Et on se doutait qu'il allait se passer un truc sur cette compétition de Chypre. Là, c'était à Limassol, à Chypre. Et
Et du coup, il y a à la fois Nietzsche qui avait annoncé. Il y avait les trois autres avaient annoncé un truc à plus de 100 mètres, je crois. Donc il y avait Nietzsche et Stepanek qui avaient dû annoncer 103, je pense. Et Costé qui avait annoncé 102. Nietzsche, il fait une syncope. Stepanek, il tourne à 98. Et il est resté Costé. Et du coup, ça a été tendu parce que on avait une pression sur les juges. Tu vois, on se dit, faut pas, dans ces cas-là, faut pas faire de conneries, faut pas faire de conneries. Faut être focus, faut bien se concentrer. Donc, je rappelle, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, qu'à l'époque, il n'y avait pas de protocole de surface. Les juges, on était censé décider s'il y avait samba ou pas samba. Donc, on regardait le gars dans les yeux quand il sortait et en notre âme et conscience, on devait se dire, là, je pense qu'il était en samba et donc carton rouge, ou non, c'est bon, il était clair, il n'était pas en samba, carton blanc. Alors, quand je dis samba ou pas samba, c'est on en était au stade où c'était pas forcément la samba où le gars il check dans tous les sens, il remue dans tous les sens et que tout le monde voit qu'il y a un problème. Je parle de, c'est pour ça qu'après ça a changé qu'on a créé le protocole parce qu'il y a des athlètes qui râlaient. On regardait le gars de près et s'il avait un frémissement de la paupière, des fois, on se disait ah ça a bougé, samba. Donc c'était un peu tendu. Et, euh, et donc voilà, Carlos sort et moi je pense qu'il est pas en samba. Mais bien sûr, il est fatigué. Enfin, il a fait une perf, il Il vient est de faire une marqué quand perf même. énorme, Ouais. hein. Pas tant que ça, mais en tout cas, il est très exubérant. Il fait des bruits bizarres. Enfin, je veux dire, il sort, il crie un peu parce qu'il est content. On ne sait pas trop dans un premier temps s'il masque un truc ou pas. Et après, il enlève son masque. À l'époque, c'était au masque, ouais. Il y avait un aquasphère. Et, euh, et en fait, il enlève son masque. Et en enlevant le masque, si tu veux, il y a une petite hésitation de la main. C'est-à-dire qu'il Ouais. attrape le masque, il le tire, il le monte. Et puis là, le masque redescend légèrement et puis il le remonte. Et ça aurait pu être une faiblesse, une légère faiblesse dans le bras pendant un instant qui aurait pu s'apparenter à une samba. Ça fait bizarre de dire ça maintenant. J'imagine les jeunes qui nous écoutent, les Ouais, c'est vrai que aquaponistes, c'est une autre et époque, qui, hein. et qui- et qui voient des validations de records avec des mecs qui sont bleu foncé et qui remuent dans. Ouais, je disais que les temps ont changé parce que maintenant, si on regarde les compétitions, maintenant qu'il y a cette histoire de protocole de surface, donc ce qui valide la performance, c'est pas l'état de la personne, c'est le fait qu'il fasse un protocole ou pas. Et donc, ça donne des fois des sorties qui sont impressionnante, on va dire ça comme ça, et voilà, où la personne est vraiment pas bien, bleu foncé, tremblante, bafouillante, et les perfs sont validés quand même. À l'époque, il n'y avait pas cette histoire de protocole de surface, on jugeait la samba, la perte de contrôle moteur, hein, pour ceux qui, je ne sais pas si tout le monde est au fait avec les termes de samba, et donc le moindre frémissement de paupière ou de doigt de pied, c'était disqualification. Et, euh, Et donc, ouais, Carlos, il sort. Pour moi, il est bon, mais il y a cette histoire du bras qui a l'air d'avoir bougé un peu. Donc, avec la pression qu'on a, vu que c'est, encore une fois, tentative de record du monde, déjà, c'est important. Mais en plus, le record du monde, quoi. Le premier mec qui passe 100 mètres. C'est-à-dire que tu vois, Ouais, le premier qui pèse 100 mètres à la palme. à la palme. Donc, c'est événement, quoi. Tu vois, c'est pas, c'est un plus qu'un record du monde. C'est un record du monde plus plus. Donc, faut pas se tromper. Et donc, voilà, moi, je décide, ça fait un peu prétentieux parce qu'on était trois juges, mais les deux autres juges, pour être honnête, les deux autres juges avaient pas d'expérience en mer et pas trop d'expérience de compétition. Et donc, sur le coup, ils étaient tous les deux sur le bateau. Moi, j'étais le seul dans l'eau au contact de Carlos. En fait, tu vois, j'étais en face de lui au plus près. Et ils m'ont regardé, les deux autres juges, en disant vas-y, t'en penses quoi, quoi. Vas-y, vas-y, on te suit. Dis-nous ce que tu as vu, on te suit. Donc moi, voilà, je décide d'accorder la perf.
de donner un blanc. Je dis donner un blanc et un rouge, il y avait pas de carton à l'époque, mais Ouais. ouais, c'est l'équivalent d'aujourd'hui, donc de donner un blanc, on va dire ça comme ça, de valider la perf. Et derrière, s'en est suivi tout un tintouin parce que il y a le coach de Herbert Nietzsche qui était haut placé à Aida International et qui lui était persuadé qu'il y avait une samba. Donc en fait, il nous a mis la pression en nous disant qu'on s'était trompé et qu'il fallait qu'on revoie la vidéo et qu'on lui montre la vidéo à lui, qui voulait voir la vidéo pour nous Ouais. montrer qu'il y avait une samba, parce que lui savait qu'il y avait une samba. Donc un truc pas très cool. D'autant qu'il n'avait pas le droit. Normalement la procédure, c'est en tant que coach de l'adversaire, il fallait qu'il pose un protest, qu'il paye 50 dollars, 50 euros. Et là, on aurait pu lui montrer la vidéo. Il nous a mis la pression, on lui a montré la vidéo et avec une certaine mauvaise foi, il a fini par accepter l'idée que sur la vidéo, ce qu'on voyait sur la vidéo, c'était propre et que donc il y avait et que donc on pouvait pas, enfin la performance était valide quoi. Mais nous-mêmes avant ça, on avait regardé la vidéo plein de fois parce que j'avais peur de faire une connerie. Du coup, j'ai regardé image par image, la main, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle bouge pas. Mais donc voilà, encore une fois, c'est une autre époque hein, parce que maintenant, mais ça a juste déplacé le problème parce que maintenant, en tant que juge, on peut se prendre la tête pendant des heures aussi sur est-ce Mm. que la bouche est allée dans l'eau ou pas, Mm. est-ce que quand le gars a fait le signe OK, il avait le pouce et l'index qui se touchaient ou pas, est-ce que, enfin voilà. Et c'était en quelle année ce premier 100 mètres à La Palme avec Coste? 2004. En fait, 2004. tu parlais tout à l'heure du Sony de ma compétition, ma première compétition en tant qu'athlète en mer. C'était en 2003 à Chypre. Et ça, c'était 2004, c'était l'année d'après, la même compétition à Chypre. Et là, j'étais juge cette fois-ci. La fois Mm. d'avant, j'étais athlète et là, j'étais juge. C'était des chouettes compétitions en fait. C'était un Anglais qui s'appelait Howard Jones, et qui s'appelle toujours Howard Jones, mais il est plus trop dans l'apnée. Qui avait un, qui avait un magazine, un merveilleux magazine d'apnée qui s'appelait Freediver, qui était vraiment top parce que c'était vraiment un magazine d'apnée sportive. C'était le seul magazine d'apnée sportive. Tout à l'heure, je parlais du magazine Apnea qui existait aussi en France. Le magazine Apnea, c'était beaucoup de chasse sous-marine aussi. Et c'était beaucoup de chasse et un peu d'apnée. Là, Freediver, c'était que les apnéistes purs et durs. Et ils avaient un logo très très chouette. Et en fait, on adorait tous avoir les t-shirts et les suites avec le logo de Freediver. Et, Howard a organisé ces deux grosses compétitions à Chypre en 2003 et en 2004, qui étaient presque sans exagérer, qui étaient plus importantes que les championnats du monde presque à cette époque-là. En termes de participants, tu parles? En termes de casting, Ah ouais. et en termes d'importance pour des performances pour l'apnée. Regarde là, par exemple, 2004, je te parle, moi, ce qu'on va dire, enfin, je pense que ce qu'on va se souvenir de 2004, c'est que Carlos Costé a fait 102 mètres, le premier mec à plus de 100 mètres sur cette compétition. Les championnats du monde 2004, qui ont eu lieu à Vancouver, je suis incapable de te dire qui a gagné et qui a fait quoi en profondeur, quoi. Il y avait très peu de stars, en fait, il y avait très peu de très bons. Les Ouais. très bons, les très bons, ils étaient venus à Chypre. À Chypre, il y avait Costé, il y avait Stepanek, il y avait Nietzsche, il y avait les trois meilleurs du monde. Il n'y avait pas Guillaume parce qu'il venait de faire son record à La Réunion, mais il y avait les trois des quatre meilleurs du monde. Ils n'étaient pas aux championnats du monde. Et c'était pareil en 2003. En 2003, il y avait pareil. Il y avait en 2003, à Chypre, la compétition où j'ai participé aussi, il y avait Nietzsche, il y avait Stepanek, il y avait Guillaume, il y avait Pierre Frollin qui était venu, il y avait Luc Sud, et plein d'autres athlètes d'autres niveaux. Et je sais même plus, alors je sais même plus où étaient les championnats du monde en 2003. Ouais. Peut-être en Égypte. Je sais même plus. Bah, donc tu vois, ces deux compétitions, c'était pas des championnats du monde, c'était des Open. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu y participer, parce que j'aurais pas pu participer à des championnats du monde. Mais du coup, tu vois, ça fait encore partie, tu vois, désolé, je reviens en arrière ou je fais des digressions, mais Ah, mais on est ça là fait pour ça, partie, Cédric. ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai adoré ce milieu aussi. C'est parce qu'à un moment donné,
as la plus grosse compétition du monde d'apnée, la plus importante avec tous les meilleurs du monde. Et moi, j'ai le droit de m'y inscrire, quoi. Et, et je me rappelle qu'en 2003, il y avait donc, au début de la compétition, tu as Nietzsche, Stepanek, il y a un record du monde à 93 mètres de Stepanek, il y a les meilleurs du monde. Et le dernier passage de la compétition, c'est Sally, la femme à l'époque de mon pote Marcus Greenwood, un Anglais qui était un apnéiste anglais, qui était enceinte et qui a fait 10 mètres. Hmm. Elle a participé, elle était officiellement inscrite à la compétition et elle a fait 10 mètres Enceinte. enceinte. J'adore. Mais voilà, tu vois, et du coup, c'était une sorte de grande. Tout le monde était content d'être là et tu vois, il y avait pas, mais qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois, Ouais, c'est une fête. chacun venait faire sa Hmm. fête et il n'y avait pas d'élitisme ou de dire, toi, t'aimais. Bien sûr, il y avait des meilleurs et des moins bons, mais tout le monde a le droit d'être, tout le monde avait le droit d'être là et tout le monde a le droit de participer, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tu sais que l'annonce la moins importante de Haïda en compétition, elle a été faite à Bora Bora, sur le Bora Abyss Contest, et c'était 4 mètres en CNF. Ah, ils nous ont battus. Parce Comment? que nous, ils nous ont Ouais. battus alors, parce que nous, on avait 10 mètres j'allais dire au NAC, mais c'était pas le NAC encore à l'époque, c'était avant le NAC, je crois. Mais sur une compétition à Nice, on avait des perfs à 10 mètres. À 4 Ouais. mètres, c'est pas mal. À 4 mètres, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, parce que c'est la première fois sur une compétition que la safety était fait à la surface. Et, Bah, nous, mais la perf de 10 mètres qu'il y avait eu sur la compétition à Nice, j'ose pas dire NAC parce que je crois que c'était pas le NAC, c'était avant le NAC. Avant le NAC, on avait fait deux, trois compétitions qui s'appelaient NAO, c'était Nice Ida Open. Mais par contre, c'était. Bah non, c'est sûr que c'était. Voilà, ça y est, je viens d'avoir la réponse à moi-même. C'est sûr que c'était pas le NAC. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était une compétition type champion du monde. Champion du monde, c'est-à-dire le samedi, il y avait la mer, samedi, profondeur, et le dimanche, il y avait statique dynamique à la piscine. ouais, ça, c'est C'était old school. c'était une sorte de gros combiné, voilà. Old school sur le. Et en fait, il y avait une Corse dans l'équipe Corse qui n'est plus du tout l'équipe actuelle des Corses. Il y a encore Patrick Poggi qui reste, mais Ouais. dans l'équipe Corse de l'époque, il y avait une nana qui s'appelait Sophie Cramp. Si elle nous entend quelque part, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et elle était très forte en piscine, très forte en dynamique et en statique. Et par contre, elle ne connaissait pas la mer. Mais comme elle s'inscrivait à la compète, du coup, elle participait aussi à la mer et elle avait annoncé 10 mètres. Ok. Et c'était chouette parce que du coup, sur la dernière perf, tous les gens qui avaient dans l'eau, toutes les équipes de sécu, les photographes, ça, tout le monde est descendu avec elle en fait. Ouais, génial. Et du coup, est descendu et remonté. Donc en fait, ça a fait un bouquet d'apnéistes comme c'était la dernière paire de la compète, si tu veux, en clôture. Donc il y a tous les apnéistes qui sont descendus avec elle et qui sont montés avec elle. Mais, Ouais, ça devait être euh, sympa, ça. mais je pense que tu l'as peut-être un peu ressenti toi aussi sur les championnats du monde l'année dernière en Corse. Tu vois, ça évolue l'apnée, mais je trouve qu'il y a encore un peu ce côté-là quand même où sur la même compétition, t'as des monstres hyper forts et puis tu as des gens qui viennent Ouais. faire leur perf. Et tout le monde est accueilli pareil, et tout le monde est traité pareil, et tout le monde a le droit au câble, au juge, Ouais, c'est au agréable, ça. voilà, et tout le monde vient faire son truc et tout le monde est respecté pareil, quoi. Hmm. Ça, c'est vrai. En fait, tu me diras, je pense pas que tu aies ressenti hein, une arrogance Non, pas du tout, tu vois. Bah, quand j'étais d'Alexis. avec Alexa Molchanov ou Petar Kovlar, Voilà. tous ces gars-là. Les mecs, ils te disent pas qu'est-ce que tu fous là, t'as rien à foutre là, t'es mauvais, quoi. Tu vois, il y a pas ça, il y a pas cette. C'est vraiment la famille et tout le monde a le droit d'être là et tout le monde est content de ce que tout le monde te Hmm. félicite parce que tu as fait ton 30 mètres ou ton 40 mètres ou ton 50 ou ton 70 ou ton 130. Tout le monde te félicite de la même manière, quoi. Hmm. Donc, Bah, c'est une ouais, communauté, c'est une grande famille. Et bah, d'ailleurs, l'année dernière, tu étais capitaine de l'équipe de France. Cédric, si tu devais nous dire qui sont les membres de ta freediving family, ça serait qui? euh, bah, il y en a beaucoup, hein. Ah, et c'est vrai que toi, tu as une grande famille pour le coup. On va faire la liste. Bah, moi, le premier auquel je pense, forcément, c'est Guillaume. C'est Guillaume Néry. Parce que on a habité ensemble, on a été coloc pendant 7 ans. Ah ouais, 7 ans de coloc Donc, avec Guillaume quand même. Guillaume, si tu veux, alors, je sais pas, peut-être ça va être arrogant de dire ça, peut-être que lui, de son côté, il va
Guillaume, c'est presque mon frère, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que Mm. tu sais, c'est le genre de personne où on peut des fois ne pas se voir ou se parler pendant des mois. Mais voilà, si par contre, s'il a besoin de quelque chose ou si j'ai besoin de quelque chose, on est là dans la minute et on a toujours la même relation et c'est quelqu'un de très important. Mm. Ouais, c'est l'amitié, Du quoi, la coup, vraie. voilà, c'est vrai que Guillaume en premier, du coup, en associant aussi Julie Gauthier, puisqu'on était coloc aussi, enfin, elle était coloc aussi avec nous. Donc, j'ai habité aussi avec elle. C'est vrai qu'on s'est moins vu ces dernières années. Après, pour rester dans les Gauthier, il y a François Gauthier, donc, qui est un peu moins connu peut-être Ah oui, c'est qui François Gauthier? Je connais pas. des apnéistes actuels. Bah, j'en ai parlé un peu au début de l'interview, là. C'était l'autre moniteur du CIPA. Voilà, c'est ça. C'est lui qui, c'est ton premier C'est le, formateur quand t'es arrivé au voilà, NUC. c'est le premier encadrant, le gars qui était là la première fois que je suis allé dans l'eau, les premières initiations. Et après, c'est avec lui que j'ai bossé pendant 5 ans, les 5 premières années du CIPA, Mm. et où on était tout le temps ensemble à organiser le CIPA, parce que il y a eu tu vois, les premières années, on plongeait, c'était 7 jours sur 7, tout le temps dans l'eau, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, on était, il était plus avec moi qu'avec sa copine. Je le voyais plus que mes parents. Enfin, tu vois, on était Ouais. beaucoup ensemble, quoi. Alors, avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire une forte amitié, je pense, enfin, je veux dire, mais aussi des moments d'énervement, des prises de tête, enfin, tout ce qui se passe quand tu es beaucoup avec quelqu'un, quoi. Et après, ouais, il s'est un peu écarté de l'apnée ces dernières années. Lui, il a réussi sa vie par rapport à moi. Il est devenu kiné, ostéo. Et, Pourquoi tu dis ça? Parce que tu trouves que c'est pas Parce que réussir que moi, d'être parce resté que moi aussi pas? je suis toujours au même endroit. Moi, je suis toujours aussi pas sur le même bateau. Ouais, mais est-ce Non, que mais t'es heureux? oui, oui, mais voilà, c'est pour rigoler, tout ça. Et Ah, après, forcément, Claude, c'est une personne hyper importante. Du coup, c'est pas la même relation qu'avec Guillaume et avec François, qui étaient des amis, tu vois. On est à peu près, je suis plus vieux que Guillaume, un peu plus vieux que Guillaume, mais on est à peu près de la même génération. On avait les mêmes délires. Claude, c'était le papa, quoi. Tu vois, c'était le chef, c'était Maître Yoda. Le gourou, tout ce que tu veux, c'était au-dessus. Mais du coup, c'était un modèle. C'était, tu vois, on écoutait chaque parole qu'il nous disait. On essayait toujours de lui plaire et de pas qu'il soit fier de nous. Tu vois, il y avait toujours il y a cette relation-là et, et je me rends compte que inconsciemment, parce que c'est pas volontaire, hein, je me dis pas, je pense pas que je me sois dit, tiens, je veux être comme Claude. Mais je me rends compte maintenant que des fois, j'ai des réactions et Enfin, des fois, j'ai l'impression que de me regarder et me dire, putain, tu fais comme Claude, quoi. sur quoi? Sur le fait d'être un peu bougon, de râler beaucoup, de crier des fois, de, d'être. Alors, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, je prends des pincettes parce que ça va paraître un truc négatif, mais moi, je trouve ça. Moi, j'adore. Non, Ouais. mais il y a un côté avec Claude, moi que j'ai adoré, et du coup maintenant j'ai l'impression que ça a pu m'être reproché. Comment dire ça? Que c'est pas hyper amical au premier abord. Ah oui, je te confirme, t'es pas très amical au premier abord, Cédric. Donc le côté au tout début, dire mais je pense que tu vois, et après il me semble que voilà, quand on me connaît, après ça va. Et C'est Claude, c'est pareil. Alors ça va mieux. Mais moi, quand je suis arrivé au NUC, aussi pas, enfin, à l'apnée, il y avait les potes, il y avait Guillaume, il y avait François, tout ça. Mais Claude, il se rappelait pas forcément de ton prénom tout de suite, tu vois. C'est-à-dire ouais. que tu pouvais passer plusieurs mois sur le bateau euh, sans qu'il sache comment tu t'appelles
Mais voilà, à l'époque, du coup, ça, c'était bizarre. Et après, tu comprends. Tu vois, après coup, à long terme, tu comprends le personnage et avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il donne et tout ce qu'il a, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a apporté. Et là, c'est pareil avec ses étudiants, tu vois. Je travaillais encore avec lui, avec Claude. Je l'aide sur l'option mère de la fac de Nice, donc c'est son groupe d'étudiants qui l'emmène en apnée. Si tu mets quelqu'un, tu prends quelqu'un qui connaît pas, tu le mets sur le parking du Lido un jeudi après-midi où on va plonger en mer, tu as l'impression que Claude, il arrête pas de râler, il arrête pas de gueuler après les étudiants et qu'il est hyper sévère avec eux. Mais en vrai, tous les étudiants se battent pour être dans son option. Parce que passer le premier stade où tu dis, oh là là, il est sévère, il râle beaucoup, tu te rends compte très rapidement qu'il se met en 4, en 12, en 28 pour les étudiants. Il a donné sa vie à l'apnée et aux étudiants. Donc, c'est. Voilà, les gens qui savent voir, voient la bonne personne. Hmm. Alors, moi, je ne sais pas si c'est pareil, mais en tout cas, ce que j'ai gardé, c'est le côté pas très sympa au premier abord. Après, je ne sais pas si j'ai tout le reste derrière qui va avec, mais Non, mais après, il y a le côté pas sympa aussi au dernier abord, hein. c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Moi, la certitude que j'ai, c'est pas sympa au premier abord. Derrière, je ne Ouais. sais pas. Peut-être ça continue. Ouais. Mais moi, j'ai adoré t'avoir en capitaine de l'équipe de France parce que au moins, c'était la première fois que je t'entendais pas parler, tu vois. J'étais tranquille. Ouais. Bon, du coup, t'as Freediving Family, Guillaume, Alors, bah après François, Claude, Julie. tous les autres d'ici, Olivier Heuleux, Pierre Frolat, Valérie Leferme, Loïc Leferme, bien sûr. Alors, j'ai pas pensé parce qu'il est plus là, mais Loïc, c'était un super pote. Christophe Lyonnard, qui lui est pas là. Là, j'ai dit les gens connus, mais là, je vais passer dans les gens un peu moins connus. Mais Christophe, qui est le mec le plus adorable que je connaisse. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote pour faire rire les gens, parce que des fois, il faut remettre du peps dans notre interview. Quand j'ai commencé ma première, voilà, je disais tout à l'heure, alors du coup, ma deuxième venue, ma première venue, j'avais pas de matos, je suis parti. Le dimanche d'après, je reviens, j'arrive sur le parking et il y a une voiture qui se gare à côté de moi. Il y a un gars qui sort, il parle fort, il hurle, il jure, il rigole fort, il se moque des gens. Je me dis, mais première action que j'ai, je regarde, je dis, mais qui est cette personne? Donc là, en fait, j'ai dit qui est cette personne, mais en vrai, dans ma tête, je me dis, mais qui est ce connard? Hmm. Je me dis, mais vraiment, je dis, j'aime pas. Premier réflexe, c'est j'aime pas cette personne. Vraiment, elle a l'air désagréable. Machin. Et il se trouve que par la suite, c'était Christophe et que en vrai, c'était le meilleur mec de la Terre et le mec le plus adorable de la Terre. Donc, faut faire attention, faut pas toujours s'arrêter sur sa première impression et son premier jugement, je pense. Maintenant, je fais attention à ça. Je me méfie. Je me dis pas que j'ai une super intuition et que si je pense Ouais. quelque chose de quelqu'un, c'est la bonne. Cédric, Donc voilà, Christophe, ouais. je voulais te proposer qu'on enchaîne sur les questions loufoques. Ah ben vas-y, c'est toi qui drive, hein. Allez. Donc, si demain, tu allais au bureau de tabac, t'achetais un petit billet d'euro million et tu avais la chance de gagner 100 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec cette somme d'argent? Qu'est-ce que ferait Cédric Palerme avec 100 millions d'euros? Waouh. Attends, je vais faire un truc politiquement correct. J'en donne la moitié à une association Ok. Pierre caritative. Frola, il Non, a fait la même. Ah, tu vois, voilà, bon, mais merde. On a le même humour de merde. C'est pour ça qu'on est dans la même famille, tu vois. 100 millions, ça commence à faire. Alors, j'aurais certainement pas, on a certainement pas la même réponse à ça quand on a 20 ans et quand on en a 50. Parce que là, moi, j'ai pas forcément de rêve de m'acheter des trucs de dingue ou, tu vois. Moi, du coup, l'argent, ça serait plus la tranquillité. Pour moi, l'argent, ça signifierait plus la tranquillité. Donc, ce serait vraiment
me mettre à l'abri, je sais pas si on dit ça, du coup, voilà, pour me poser à un endroit que j'aime bien et, et continuer l'apnée, mais du coup en mode tranquille, sans que ce soit, sans qu'il y ait des contraintes ou quoi, tu vois. Donc, ouais, je sais pas, je suis pas très précis parce que, mais moi, voilà, Ouais. pour moi, ce serait plus aller Et du coup, je suppose que de tranquillité. tu resterais dans le coin de Nice, parce que tout à l'heure, je t'ai proposé de venir à Dab. Tu m'as dit non, 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 moi je suis très bien chez moi. Je suppose que même si tu as 100 millions d'euros en poche, tu restes dans le coin de Nice. Il y a pire quand même, hein. Il y a pire, il y a mieux, hein. Il y a plein de gens qui viennent à Nice quand ils gagnent 100 millions d'euros, Ouais, hein, dans l'autre sens. c'est Non, vrai. mais, non, mais ouais, peut-être que je voyagerai, mais je sais pas si j'aurais envie de rester à. Tu vois, j'ai vu des super beaux endroits dans ma vie. Dab, c'est un super endroit. La Dominique, Moréa, la Polynésie, les Marquises. Les Marquises, c'est pour l'instant, à ce stade, c'est l'endroit où j'ai préféré être sur Terre. Mais j'ai l'impression quand je suis dans ces endroits que c'est merveilleux, c'est beau, il fait chaud et tout. Et j'ai l'impression que c'est pas ma vie en fait. Je sais pas Hmm. comment dire ça. Et que voilà, d'accord, c'est très beau ça, mais je me dis pas tiens j'ai envie de m'installer là en fait parce que c'est vrai que je suis assez attaché à ma zone quoi, à ma rade de Villefranche. Tu vois, pareil pour les poissons. Tu vois, c'est la même chose, c'est ça, que je mets la tête sous l'eau à Dahab, là-bas en mer Rouge, ça explose dans tous les côtés, il y a des poissons de tous les côtés, il y a Hmm. des Les raies, il y a des requins, il y a planctons, des oh machins. là là, ouais. Voilà, donc c'est merveilleux, mais c'est pas mes poissons à moi. Donc en fait, je suis super content d'aller les voir. Je suis super content, je prends des photos. Le temps que je suis là-bas, je suis content. Par contre, c'est pas ma famille en fait. Voilà. Mais tiens, tu vois, Hmm. c'est pour Ben revenir sur le voilà, ben concept en de fait, on famille. a répondu à la question. Voilà. C'est pas ma famille en fait, c'est la rade de Villefranche. C'est c'est ici. Donc je pense que quand même, je passerai certainement beaucoup de temps à voyager à plein d'endroits. C'est pas bien de dire ça hein, pour le bilan carbone. Hmm. Je passerai de longs moments à voyager à pied à Sans travers manger le de viande. monde sans manger de viande. Mais je crois quand même que le point fixe, il serait pas loin de la rade de Villefranche. Ok. Et Cédric, imagine, on voyage dans le temps et tu te retrouves à ton entretien d'embauche pour travailler au SIPA et tu dois donner trois défauts et trois qualités euh, à ton employeur. Qu'est-ce que tu donnerais? Alors ça, c'est de la science-fiction, déjà, je commence à préciser, parce qu'il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. C'est, c'était presque désespéré, c'est-à-dire genre on te veut toi et démerde-toi pour trouver pour rentrer dans les cases. Parce que enfin, c'était compliqué, mais c'était au niveau administratif, c'était un peu compliqué. Euh, Bon, imagine, je j'ai une école à pense, je Dahab. pense, je pense, je pense que alors du coup les défauts et les qualités par rapport à l'activité de moniteur d'apnée, Ouais, on dirait. exactement. Ou pas. Bah, Ouais. je pense que j'ai le sens des responsabilités. Je pense à ça en premier par rapport à au travail de moniteur, on va dire. Je dis le travail, mais presque à la vocation de moniteur. Je pense que c'est le premier truc que moi je regarde chez quelqu'un. Enfin, si je dois signer un instructeur ou former un moniteur, c'est les, tu vois, les capacités physiques, les capacités en apnée, les trucs, ça pour moi c'est secondaire. Le premier truc, c'est la responsabilité, quoi. Avoir conscience de la situation, des gens qui mettent leur santé et leur vie entre tes mains. Et je pense que j'ai à peu près ça. Je suis pas trop mauvais là-dessus. Euh, je pense que je suis, alors j'allais dire honnête, mais plus dans le sens franc. Ouais. Franc du collier, Je pense que, de je Palerme. pense que voilà, je pense que je dis, ouais, je sais pas comment tu le sens toi de l'extérieur. Ah, si, si, ouais. Je pense que voilà, je suis pas,
je cache pas trop de choses. Enfin, enfin, si, alors, il y a des gens qui vont se moquer de moi parce que on me reproche peut-être d'être assez mystérieux des fois dans ma vie privée. Mais par contre, ouais, je pense que je suis assez facile à lire dans ma vie publique, en tout cas. Enfin, voilà. Je je suis pas trop Bah, dans des fois, on sait la. pas quand même si tu nous aimes bien ou si tu as envie de nous tuer, quoi. Oui, voilà, ça d'accord. Mais non, mais par rapport je parlais plus au niveau du boulot là. Mais, mais voilà, là maintenant tu sais que je suis France, c'est-à-dire que tant que je t'ai pas tué, ça veut dire que du coup, j'avais pas envie de te tuer si je t'ai pas tué. Donc, le C'est sens des clair? responsabilités, la franchise et une troisième Ouais. qualité. Ah, j'allais dire un truc, mais c'est peut-être dans les défauts en fait. Ah, c'est quoi? Alors, ça va être prétentieux si je dis l'humour, mais le fait de dire toujours des conneries en fait. De toujours dire des conneries, C'est-à-dire, mais ça, c'est une qualité et un défaut, je crois. voilà, c'est pour ça que je te dis, j'allais dire qualité, mais je pense que voilà, sur le bateau, pas que moi, hein, mais je pense que je mets une ambiance assez drôle sur le bateau et voilà. Mais des fois, pour certains, ça doit être un défaut, ça doit être saoulant, je pense, au bout d'un moment. Pour les Mais tu connais ça princesses. toi aussi, je pense. Oui, je connais, étant une grande gueule. Et ton principal défaut, ça serait quoi, Cédric? Bah, ça, du coup, non. Ouais. Mon principal défaut. Non, bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'être un peu. Alors, ça, c'est un peu mieux. J'ai l'impression que c'était pire il y a 3-4 ans. Mais je pense que je râle beaucoup. Du coup, je peux être un peu. Voilà, je peux être. Je râle beaucoup après les gens. Euh, alors, Alors, moi, le truc que je vais mettre dans les défauts, parce qu'apparemment, ça exaspère les gens. Et moi, personnellement, pour moi, je trouve que c'est plutôt une qualité. J'adore le débat. oui. Et donc, j'adore contredire parce que j'adore le débat. Et donc, moi, j'adore ça parce que j'adore quand ça discute et quand il y a des avis qui s'opposent et que ça crée une effervescence parce que on cherche des arguments. Et apparemment, ça saoule beaucoup les gens quand même. Donc, voilà. Je vois tellement ta tête dans plein sur le bateau ou en Corse arriver et faire ah ouais. Et pourquoi tu penses ça exactement? Parce que moi, Donc, voilà, apparemment, il y a plein de gens qui c'est un défaut, mais moi, je le maintiens dans mon monde à moi, c'est plutôt une qualité. ta passion, c'est le débat. Ok. Mais j'ai pas complètement tort, hein. J'ai vu plein d'études qui disent que le, on fabrique beaucoup plus d'intelligence dans le débat que dans le consensus, hein. Hmm. Si tout le monde est d'accord, ça va nulle part. Quand il faut chercher des idées, ça fait travailler le cerveau, quoi. Donc voilà, Cédric, je suis chiant, je suis un peu chiant, si voilà. voilà. Donc, les trois qualités, les trois défauts de Cédric Palerme, c'était sur la Free Diving Family. Maintenant, imaginons que nous avons une machine pour voyager dans le temps. Tu peux aller dans le passé comme tu peux aller dans le futur. Où est-ce que tu irais et pourquoi? Euh, Moi, je crois que j'irai dans le futur. Dans le futur? En quelle année? Je sais pas. Mais en fait, j'ai envie de. Comment dire ça? Un des trucs qui m'emmerde, je veux dire qui me stresse, ça me stresse pas, mais un truc qui m'emmerde dans l'idée de mourir, c'est de pas savoir où en sera le monde dans 100 ans, dans 200 ans, dans Ouais. 300 ans. De pas, j'aimerais trop savoir quelles, quelles seront les évolutions, voilà, ou qu'est-ce qu'on saura au niveau de la science, où en sera la science. Je suis hyper frustré de savoir qu'on ne saura pas un milliardième de ce qu'on pourrait savoir. Donc, je pense que j'aurais envie d'aller dans le futur, voilà, je sais pas, pour juste avoir une idée de l'évolution de la société. Le passé, je sais pas si ça m'intéresse tant que ça. Hmm. Je dis ça et pourtant je me trouve très nostalgique et trop d'ailleurs. J'ai l'impression que souvent, chaque fois que je repense à des trucs du passé, ça me rend un peu triste. C'est chiant la nostalgie pour ça, t'as pas cette impression-là? J'ai l'impression que Ouais. chaque fois Ouais, que je mais repense à un c'est. truc du passé, ça me rend triste, que ce soit un souvenir heureux ou un souvenir triste. Parce que Ah si ouais? c'est un souvenir triste, bah, si c'est un souvenir triste, ça me rend triste.
Et si c'est un souvenir joyeux, je suis triste que ça soit passé parce que c'était joyeux. D'accord. Du coup, c'est quand même tout pourri de regarder vers l'arrière. Je trouve. Mais bon, non, c'est bien, voilà, j'aime bien, tu vois, j'aime bien raconter, j'aime bien parler du passé, mais je sais pas si j'aimerais y retourner. Ok. Ou alors dans un trip, peut-être, je sais pas, comme des fois c'était une autre question de quoi. Dans un trip d'aller voir le moi de il y a 40 ans pour lui dire des trucs, enfin, Parce que là, t'as pour lui Cédric, ça te fait quel âge exactement? 50. 50. Putain, t'as un demi-siècle, quoi, comme Pierre Ouais, Frolla il y a pas longtemps. Moi, ouais. t'irais voir le. Qu'est-ce que tu dirais Je au, crois au qu'il Cédric Palerme est de là. 20 ans? Je lui dirais de pas s'en faire et de prendre, tu vois, ce que je veux dire, je sais pas des trucs très précis, mais je pense que, comme tout le monde, hein, je pense que quand j'avais 20 ans, je savais pas où j'allais, j'avais peur de certaines choses et je m'inquiétais, il y avait des choses qui me rendaient triste. Et, et en fait, après, le seul intérêt de vieillir, c'est de se relâcher par rapport à plein de choses, quoi, de prendre la vie un peu plus cool. Et du coup, je pourrais avoir envie d'aller dire, c'est bon, lâche prise un peu, détends-toi, c'est pas grave, rien n'est grave. Voilà. Mais ce serait la seule raison d'aller dans le passé, je pense. Ok. Mais sinon, vraiment, en premier, je te dis, je pense que j'aurais envie Le d'aller futur. voir ce que les humains dans 100 ans ou dans 200 ans ont fait. Alors peut-être je serais très déçu, hein. Peut-être. Peut-être Ou euh, pas. j'arriverai, peut-être j'arriverai sur une planète où il n'y a plus rien de vivant avec juste une énorme statue de Trump au milieu des États-Unis. Mais, mais ou pas, moi je sais pas, je suis assez confiant et je sais pas. Ouais, je te dis, j'aimerais savoir. Mon idéal, un truc dont j'aimerais, c'est d'être cryogénisé, tu vois, que ce soit possible, Ouais. et que en fait on me réveille tous les 50 ans ou tous les 100 ans pour me faire un bilan de la situation. Tu vois, pendant une semaine, on m'explique. On Ce qui s'est m'explique, passé. voilà, on en est là sur ça, sur les transports, la télécommunication, le machin, le truc, ça, hop. Et après, on me refout dans la glace jusqu'à 100 ans plus tard, et hop, on me ressort et on me réexplique. Excellent. En espérant, bien entendu, que la biodiversité survive à l'Homo sapiens. Bah, on s'en fout de la biodiversité tant qu'on a des McDo et du Nutella. Ben oui, voilà. Et de l'argent et des grosses voitures et des gros bateaux. Cédric, je te Ouais, propose maintenant le jeu des questions rapides. Il faut que tu répondes de manière instinctive et le plus rapidement possible. Tu dois choisir entre Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. ah, ça c'est facile, hein. Star Wars. Ah, yes, super. Pfff, ça Bah, me moi, je suis une rassure. génération. Moi, je suis une génération Star Wars. Ouais, ouais. Bah, comme Harry, Claude, Harry, Cédric, Harry Potter. Bah oui, si tu demandes aux vieux, ils Pierre, vont te dire Star Wars. bah ouais, moi-même. Du coup, je réalise que je suis un peu vieux parce que quand j'interviewe des jeunes, ils sont plus Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, quoi. Ouais, parce que mais après, il faudrait savoir s'il y a une vraie préférence ou ça. Mais là, juste au niveau génération. Moi, quand j'étais gamin quand il y a eu les premiers Star Wars, donc ça m'a explosé le cerveau. Ouais, tu m'étonnes. Après, le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, c'était pour les enfants beaucoup, et moi j'étais déjà adulte, ça m'a moins touché. Si Hmm. tu veux, j'ai pas été un gamin qui a lu Harry Potter et qui a découvert les films, j'étais déjà adulte. Le Seigneur des Anneaux, pareil, j'étais plutôt adulte, et en plus, je connaissais pas les bouquins, je connaissais pas Tolkien, c'est moi mon univers. Donc voilà, Star Wars. Mais après, c'est plus une histoire de génération, je pense, Ok, que de. on est Vraiment. d'accord. En tout cas, Star Wars, mais Star Wars, c'est tout. C'est quand même Eh, génial, c'est quand même bien mieux. sûr. Il n'y a pas Maître Euh, Yoda dans Harry Potter, il n'y a pas Maître Yoda dans Seigneur des Anneaux. Donc Est-ce que t'es AIDA ou FFESSM? quelle question? On ne répondra pas à cette Ah, question. mais, Bien si, sûr, si, je Cédric répondrai. Palerme choisit FFESSM. Je répondrai, mais par contre, je vais répondre pour adoucir le truc. Évidemment, Aïda, parce que j'ai commencé l'apnée à une époque où la FFESSM ne faisait pas vraiment d'apnée. Alors, j'essaie de faire attention pour vexer personne. En tout cas, ne faisait pas de compétition, pas de record. Donc, en fait, l'apnée que j'ai connue, moi, quand j'ai commencé, c'était que Aïda. Et en plus, je suis de Nice, où est Mm. né Aïda. Donc, en fait, je suis forcément viscéralement
AIDA, mais je ne suis pas anti-FFESSM. Je suis depuis le début, Bah, je t'es en suis couple avec licencié. Aïda, hein. Je suis licencié à la FED, à la FFSM depuis le début. Je signe, je fais des, enfin, je suis. Mais par contre, pour moi, effectivement, pour moi, l'apnée, c'est plutôt AIDA. Le monde de l'apnée, c'est plutôt AIDA. Et voilà. Mais c'est pas pour, avec une grande négativité sur la FFSM. Et voilà, mes amis de la Freediving Family, c'est la fin de ce premier chapitre sur le parcours de Cédric Palerme. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour découvrir la suite des aventures de Cédric. Entre-temps, n'hésitez pas à noter 5 étoiles le podcast sur Spotify, Apple Podcast et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi devenir un tipeur à partir de 1-2 euros par mois. Vous pouvez retrouver le lien sur Linktree sur la page Instagram. D'ailleurs, merci parce que nous sommes dorénavant 5400 sur la page Instagram et nous sommes à plus de 20 000 téléchargements depuis le début de ce podcast. Merci à vous, bisous, cœur et CO2. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Borne-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family.